Pour résumer, tu développes aujourd'hui des projets immobiliers à Lombok et en plus, le tourisme est en train de se développer à fond, quoi. Le tourisme est en train de se développer vraiment à fond. Il y a 4 ans, j'ai décidé de tout quitter, donc de lâcher mon appartement ici en Suisse. C'est aussi ça qui m'a permis d'avoir les finances. J'ai fait 1 an à Jakarta, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Et maintenant, ça va faire 3 ans et demi que je suis installé à Lombok. En Indonésie, je pouvais ouvrir ma propre entreprise, être propriétaire à 100%. Puis le modèle indonésien me plaisait plus. Les gens ont envie d'investir avec toi et ont envie de te suivre parce que toi-même, tu étais le précurseur et le premier à investir dans tes propres projets, en fait. Salut Florian, Bonjour un Albert. grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Florian, je vais juste te présenter en quelques mots, puis après je te laisserai à ton tour, bien sûr, te présenter, expliquer un peu ton parcours. Mais toi, tu es un peu le Suisse, le fribourgeois, Oui, qui est parti à l'étranger, à l'autre bout du monde, c'est puisque ça, tu es juste en face de Bali, l'île qui s'appelle Lombok. Tu exactement. expliqueras tout à l'heure, et tu as quitté la Suisse pour aller accompagner les futurs investisseurs immobiliers en Suisse où tu fais des projets, tu développes et tu fais pas mal de choses là-bas. Je te laisse maintenant peut-être nous expliquer un petit peu qui tu es, un peu ton parcours dès le début, Oui. comment est-ce que tu en es arrivé là et quand tu as quitté la Suisse, pour quel était le déclic un petit peu pour partir à l'autre bout du monde. Volontiers, parce que je suis né dans le canton de Fribourg. Moi, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, dans le canton de Fribourg. J'ai travaillé dans différents domaines. On en discutait un petit peu avant hors interview, mais je suis passé par la sécurité. J'ai travaillé dans le domaine des financements hypothécaires, assurances, en tant que courtier aussi, pour des entreprises. J'ai eu ma propre entreprise. Mhm. Des choses qui ne se sont pas bien passées, mais c'est aussi ce qui m'a construit. Et après, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un bureau d'ingénieur dans la construction. Donc la construction, j'ai toujours été un petit peu dans ce domaine. Mhm. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de tout quitter, donc de lâcher mon appartement que j'avais ici en Suisse. Que tu avais acheté d'ailleurs. J'avais acheté, j'avais en propriété, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans le futur, parce que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir les finances. Je l'ai Mhm. bien revendu et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc je suis parti il y a 4 ans, au début à Bali. J'ai fait 1 an à Jakarta, c'est là-bas que j'ai rencontré aussi ma femme. Ok. Et maintenant, ça va faire 3 ans et demi que je suis installé à Lombok. Pourquoi Bali? Pourquoi, Jakarta? Pourquoi tout l'autre côté? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit sur les vidéos et beaucoup de personnes partent à Dubaï, Oui, les États-Unis qui est un peu l'Eldorado. ouais. Pourquoi là-bas? Quel était le but? Tu étais déjà parti avant, tu avais kiffé? Exactement. En fait, j'étais déjà parti plusieurs fois en Asie, j'avais beaucoup aimé. J'observais un petit peu l'immobilier, comment ça se développait là-bas depuis plusieurs années. Ça faisait Mmh. 6, 7 ans que j'y allais entre 1 et 3 mois par année. J'avais de la chance avec mes différents postes de pouvoir le faire. Donc ça, c'était chouette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du Covid, on était fin Covid à ce moment-là, Mmh. j'avais le choix entre la Thaïlande et l'Indonésie. Et l'Indonésie offrait jusqu'à 6 mois de passeport, enfin de visa, pardon. OK, donc c'était quoi? Des visas, C'était visiteurs? visa business déjà. Ah, c'était déjà Ça visa s'appelait business. visa B211 à l'époque, c'est un visa qu'ils font plus maintenant, mais c'est un visa qui OK, était extensible jusqu'à 6 mois et comme l'Indonésie le proposait, je suis allé à Bali. Mais c'est vrai OK. que le choix était un petit peu identique. Ce qui s'est passé aussi, c'est quand même que les avantages en Indonésie, je pouvais ouvrir ma propre entreprise, être propriétaire à 100%, Mmh. alors qu'en Thaïlande, j'aurais dû m'associer avec quelqu'un. Il y a aussi des montages possibles, mais c'était OK. un petit peu plus complexe et puis le modèle indonésien me plaisait plus. Ouais, justement, j'avais entendu cette théorie que en Thaïlande, tu es obligé d'avoir un Thaïlandais qui est dans la structure, hein, qui a des C'est parts. ça, ouais. OK, Je crois que c'est c'est, juste. 51%. Après, il y a des montages Ah, possibles via des OK, entreprises et tout ça. Je suis pas un expert sur la Thaïlande, OK. non plus, mais moi, c'est vrai que ça me correspondait bien, l'aspect indonésien. Bah, alors pourquoi du coup Lombok et pas Bali? J'y suis allé à Bali au début, OK, ça m'a beaucoup plu, ouais. mais c'est un environnement très festif. Il y avait déjà aussi beaucoup d'autres développeurs qui étaient, Mmh. dans la place, donc j'avais moins quelque chose à apporter. OK. Je suis parti ensuite à Jakarta dans le but de rebondir et puis de partir sur, Lombok après. Mmh. J'ai découvert Lombok grâce à ma maman, qui Ah, était OK, jamais allée en Indonésie à ce moment-là, mais qui avait vu une émission sur 50 minutes inside. Elle OK. m'a dit: «Ça a l'air magnifique là-bas, tu devrais aller voir» et c'est vrai que je suis allé voir par moi-même. Par curiosité au Je suis départ? allé par pure curiosité, Mmh. sachant quand même que ça allait me plaire, de faire de l'immobilier là-bas. Je voulais quand même en faire Ouais. et j'ai rencontré plein de Français. OK. Super bien passé. C'est la grosse différence en fait qu'il y a eu entre Bali et Lombok, c'est qu'à Mmh. Bali, tout le monde se tirait dans les pattes quand je me renseignais avec d'autres personnes qui étaient déjà là-bas, Mmh. soit des développeurs, soit des hôteliers. Tout le monde critiquait les autres. Et OK. moi, c'était vraiment pas un environnement dans lequel j'avais envie de travailler. Mmh. Lombok, total inverse. Que des requins à Bali en fait? C'est ça, OK, beaucoup, beaucoup. Alors, il y OK. a sûrement de ceux qui ne le sont pas ou plus, Mmh. mais il y en avait beaucoup. Et moi, c'était en plus des bouchons et de tout ce qui allait avec la pollution, etc. Mmh. Un endroit magnifique. J'adore quand même la vibe qu'il y a à Bali, ça c'est quelque OK. chose d'unique et qu'on retrouvera pas ailleurs. Mmh. Mais Lombok, en fait, c'était comme j'imaginais Bali,
c'était Lombok. Ok. Des plages de rêve, sable blanc, des gens géniaux. Et comme on était fin Fin Covid. cette période de crise sanitaire, on va essayer de Mhm. pas trop dire Covid parce que Ouais. je sais que c'est jamais bon pour les référencements des vidéos C'est non vrai. plus. Fin de période crise sanitaire, il y avait très peu de touristes. Ok. Donc pour moi, c'était un gros pari aussi sur l'avenir parce que je savais pas vraiment ce qui allait se passer. J'allais sur une plage, la plage de Selong Belanak. Si tu voudras regarder après Ouais, l'interview, je vais aller checker. jeter un œil, il y avait 10 à 15 touristes par jour quand je suis arrivé là-bas. Ok. Et maintenant, c'est 150, 200, 250 sur place. Donc je sais Ok. même pas combien par jour il y en a. Donc il y a vraiment une grosse évolution. Et moi, Mhm. c'est ce qui me plaisait. C'était Ok. d'arriver dans un endroit totalement nature. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait moins de requins, c'est que les gens avaient tout avantage à qu'il y ait d'autres personnes qui viennent sur le marché parce que le monde attire le monde. Mhm. Donc, ça veut dire que toi, si pour résumer, tu développes aujourd'hui des projets immobiliers donc à Lombok Oui. et en plus, le tourisme est en train de se développer à fond, quoi. Le tourisme est en train de se développer vraiment à fond. Quand on est Mhm. arrivé, c'était vraiment le tout début. Mhm. Il y avait un potentiel, mais il n'y avait pas les gens. Et puis maintenant, ben, c'est vrai que ça a suivi. Donc, il faut savoir, c'est que nous, on est allé là-bas sur place au début pour ouvrir notre propre resort. D'accord. Ah Et ouais, un après, resort vraiment. Ok. exactement. Le but, c'était Ok. d'ouvrir notre hôtel qui a ouvert là il y a quelques semaines en arrière maintenant. Ah bah félicitations. Merci. Ouais. C'est Green Poya Resort. Si une fois tu viens Magnifique. sur Lombok, ce sera avec plaisir qu'on t'y accueille. Ouais, volontiers. Ouais. Et entre deux, eh ben, on a commencé à avoir de la demande aussi pour de l'achat de terrain. Donc moi, au début, ce que je voulais faire, c'était courtier pour les terrains. Mhm. Et à côté de ça, construire mon hôtel. Ça, c'était le plan de base quand je suis arrivé à Lombok. Et en fait, ces personnes qui m'ont acheté les terrains, ils ont dit: «Ah bon, bah, c'est bien, mais maintenant, j'aimerais construire quelque chose». Ok. Moi, comme j'avais un architecte à l'interne pour notre propre resort, j'ai dit: Mhm. «OK, bon, bah, on peut commencer à faire des plans». Et en fait, petit à petit, on a développé tous ces autres services. Donc, j'ai engagé plus d'architectes. On a ouvert une boîte d'architecture pour ça. Mhm. On a commencé à faire de la gestion parce qu'après, pareil, ces services, eh ben, ils ont évolué. Au début, Mhm. c'était: «Ah oui, bon, bah, c'est bien, maintenant on a construit la maison, tu me proposes quelqu'un pour la gestion». Et ils apprécient, les gens, tous nos clients apprécient le fait qu'on puisse offrir un service global. En fait, sur l'échelle du Donc, développement, tu fais tout. maintenant, oui. Ouais. Ah C'était pas ouais. l'objectif au Ouais, début, tu t'es mais au final, on adapté. s'est adapté. Ouais, ouais, ouais. Et pour les gens, c'est bien parce que c'est un seul interlocuteur. Et pour nous, bah, c'est aussi une très bonne dynamique parce que Mhm. c'est l'avantage, c'est que les maisons qu'on construit, quand on s'en occupe plus tard, s'il y a des choses, de la maintenance à avoir, on les connaît, ces Bien maisons. sûr, bien Donc, on sûr. fait venir le constructeur, c'est super simple et ça a un coût qui est vachement diminué par rapport au fait. On fait de la gestion aussi Mhm. pour des maisons qu'on n'a pas construites. Ça n'a rien à voir. OK, Voilà, OK. c'est beaucoup Bon plus après bénéfique. Florian, c'est mes théories. Je sais pas si tu Oui, la partages, mais j'ai toujours dit que quand tu fais des projets, quand tu fais de l'immobilier, si toi-même tu t'investis pas dans tes projets ou si toi-même tu fais pas le truc, ça sert à rien de le vendre aux autres. ouais, Donc toi aussi, c'est ce qui te fait ta force, je pense. oui, Les gens ont envie d'investir avec toi et ont envie de te suivre parce que toi-même, tu étais le investi. précurseur ou tu étais le premier à investir dans tes propres projets en C'est ça. fait. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Du Ça, coup, ça tes a premiers beaucoup, beaucoup aidé. Ça a ouais, beaucoup aidé. du coup, tes premiers clients, alors tu les trouves comment? Grâce aux réseaux sociaux ou grâce à YouTube ou grâce Grâce à à YouTube. Ah ouais, Effectivement, excellent. quand je suis parti en Indonésie, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je l'avais Mmh. déjà de quelques voyages que j'avais faits. Mmh. Et comme je faisais des recherches, moi, pour développer l'immobilier en Indonésie, bah, j'avais des connaissances. Je venais OK. du domaine de la construction, j'ai travaillé dans les financements hypothécaires. Donc, toute la partie suisse, je la connaissais relativement bien. Par contre, l'Indonésie, pour moi, c'était totalement nouveau. Ouais. Et c'est pour ça que je suis allé à Jakarta, non seulement pour mon épouse, Mmh. mais aussi parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs avocats, les meilleurs notaires, des personnes formées. Et j'ai pris presque un an où je faisais des allers-retours avec Lombok et Jakarta pour vraiment comprendre le marché indonésien, comprendre la Mmh. loi. Et ça, c'était super important. Donc, c'était un gros investissement pour moi parce que pendant les 6 7 premiers mois, j'ai fait aucune vente. Je ne me suis pas du tout focalisé là-dessus. Je vivais avec mes économies pour apprendre les lois indonésiennes parce qu'elles sont complexes. Poser les bases, en fait. Poser les Créer les bases. Ouais, structures, comprendre le système. c'est ça. Ouais, excellent. Mais après, bah, une fois que c'était acquis, parce que c'est jamais acquis, donc je dis acquis Ouais, avec des bien sûr. guillemets, mais une fois que la base était acquise, et ben là, j'ai pu me lancer et ça a très, très bien marché. T'as pas quand même un peu l'impression que ça, c'est un peu, comment on appelle ça? La formation suisse, où la rigueur, où on t'apprend d'abord à Absolument. bien poser les bases, où on te dit, ah, déjà depuis tout petit, d'avoir une certaine rigueur financière. Mmh. T'as pas l'impression que c'est ça qui est ressorti un petit peu? Ça, très très certainement, ça a beaucoup aidé, ouais. Ouais, Ça a je beaucoup pense. aidé parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont faire cet effort-là, Mmh. mais je pars aussi toujours du principe que s'il y a peu de monde qui font un effort, c'est là aussi où on peut faire du business. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que si c'est facile, tout le monde peut le Ouais. faire. Bon, après, c'est aussi une question de risque. Tu as Oui, été un des seuls qui a osé à un moment donné dire: «OK, je débarque à Lombok, je connais rien. OK, c'est ça. Bali, tout le monde connaît, mais moi, Lombok, avant de te connaître, j'en avais jamais entendu parler» et tu es le seul qui a pris le risque de dire: «OK, bon, moi, je prends tout le bénéfice que j'ai fait sur mon appartement en Suisse Oui.
pour l'investir dans un projet où je suis même pas convaincu que ça va fonctionner, mais enfin oui, toi, tu étais Moi, j'étais convaincu. convaincu. Voilà, mais les autres qui t'ont dit, mais tu es complètement fou. Je pense que tu avais 9 personnes sur 10 qui disaient que tu étais fou. Maintenant, tu en as une sur 10 qui a dit que tu es fou, puis les 9 autres, elles te disent bravo, quoi. C'est ça. Tu inverses Il la y a tendance. eu un petit peu cette tendance-là. Alors moi, je pars toujours du principe que dans la vie, il faut prendre des risques. Mhm. Oui, mais des risques calculés. C'était le patron de mon père. Mon père, c'est aussi un entrepreneur, donc il m'a beaucoup appris dans cette démarche-là. Et son patron lui disait toujours, dans la vie, il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Mhm, mhm, C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de réfléchir à chaque fois que je me lance sur un projet. OK, on prend des risques, mais quel est le bénéfice possible mhm. et quel est le risque? Si je perds tout demain, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que j'aurais appris avec cette démarche-là? D'ailleurs, la différence pour toi, Suisse, puisque tu as fait des investissements en Suisse, tu as aussi fait de l'immobilier en Suisse, bah, tu as créé des entreprises en Suisse, et tu as fait la même chose, mais de l'autre côté, bah, du coup, à Lombok, en Indonésie. Oui. Dis-nous un peu maintenant les différences. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour moi, c'est presque plus simple de faire du développement, enfin de faire de l'entrepreneuriat à l'étranger. Ok. Pourquoi? Parce que tu es hors ta zone de confort. Et puis je pense qu'on le voit bien aussi en Suisse. Il y a maintenant beaucoup, des Albanais, Mhm, typiquement les Portugais, qui s'en sont bien mieux sortis que beaucoup de Suisses. mhm, Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, ils avaient rien ou pas grand-chose, mhm. et tu pas le choix. Tu te bats. Ouais, Et moi, maintenant, je fais un petit peu le truc inverse. C'est le Suisse qui va en Indonésie, et ouais, j'ai pas le choix non plus là-bas. ouais. Je dois me battre. C'est toi l'étranger. C'est moi l'étranger. Ouais, Et j'ai pas ce choix-là. Et ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment important, et puis c'est ce qui fait la force. ouais. On a cette envie, on a Ah, cette c'est envie de réussir. Tu as Oui, raison. Puis en plus, on a une pression. oui. Parce que tu as tout quitté. Je pense que tes parents, ils étaient aussi un peu stressés en te disant: «Tu reviens la queue entre les jambes dans quelques temps», et puis du coup, bah, non, tu leur as démontré que 4 ans plus tard, tu es toujours là. Tes projets, ils cartonnent. D'ailleurs, parle-nous un peu de ces projets aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en place? Donc tu as ce resort qui a terminé, qui a ouvert ses portes. C'est ça, Tu as alors combien de qui est encore en fin de construction. On a ouvert OK, les 4-5 premières chambres maintenant. On en a cool, encore 3 qui sont en cours de construction, le restaurant aussi. stylé, Donc on a la OK. piscine sur 2 niveaux. Ça, c'est vraiment ça a beaucoup évolué, en fait. De base, c'était censé être un petit resort de 3-4 chambres. OK. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait rentrer des investisseurs dans le projet. Mmh. Et moi, ce qui m'a permis aussi de réinvestir pour des terrains et de créer d'autres projets. Ah ouais, Donc excellent. ça, c'est la chose aussi qui m'a permis d'avancer, c'est de ne pas avancer seul dans le projet. Mmh. Je crois que tu m'en parlais aussi, mais toi, sur tes projets, ben, c'est un petit peu pareil. C'est juste. S'associer, Mmh. c'est toujours une bonne solution. Après, il faut bien que ça soit défini dès le départ, qui fait Mmh. quoi. C'est Est-ce que ça. c'est juste une association financière? Moi, j'aime bien prendre ce que j'appelle des associés dormants. Donc, ils mettent une certaine somme financière Mmh. et après, je gère Mmh. et j'assume. Voilà, c'est Je sais ça. pas si Mais c'est le cas pour toi aussi ou... alors nous, ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous, si tu veux, ici, chez Infinis, avec la structure qu'on a faite, moi, les investisseurs que j'ai, ou plutôt, c'est pas, moi, c'est carrément des associés, où là, on investit vraiment le même montant. Par contre, chacun a son domaine spécifique technique. C'est-à-dire que là, par exemple, le projet que je suis en train de faire, 8 appartements, lui, c'est un promoteur. Donc D'accord. lui, C'est il son métier. comprend exactement. Moi, mon métier, c'est la finance. Donc, moi, je vais me battre pour les futurs acheteurs quand on va vendre les projets, bah, commercialiser, financer, etc. Puis, il va s'occuper de la question technique. Construire, trouver les bonnes entreprises, suivre le chantier, faire l'aspect technique. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu le même principe quelque part, mais il n'est pas dormant, il est vraiment actif, mais chacun avec sa zone technique ou plutôt comment on appelle ça plutôt, sa zone de génie, j'ai envie de dire. Voilà, chacun avec sa zone de génie. Mais c'est clair que quand tu es investisseur aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un sur place. Et toi, là où tu apportes cette force, c'est que tu connais le domaine, tu as investi pour toi-même, tu peux démontrer aussi des résultats. Ça veut dire que. Alors c'est ça. Moi- Maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. Justement, tu me demandais avant Mhm, qu'est-ce qu'on a. Donc, on a cet hôtel, on a mhm, d'autres maisons. On a commencé à faire de l'architecture. Donc là, actuellement, on a 6 projets en cours pour des personnes privées avec des projets de 1 à 3 villas. mhm. C'est beaucoup des personnes qui veulent soit y habiter une partie de l'année et louer le reste du temps. Pour Ouais, certains, un BNB ou comme ça, ou c'est bien. ça. Mhm, Et pour certains, c'est pur investissement. mhm. Donc, j'ai des clients même qui ne sont jamais allés en Indonésie, Ah qui ouais. m'ont appelé et qui m'ont dit: «Ah bah, écoute, j'ai tel ou tel ami qui a construit avec toi ou qui a voulu investir avec toi, que ça a plu, que ça a marché et qui me demande maintenant de le faire». Mhm. Ça serait si, c'est pas vrai, j'allais dire, c'est pas arrivé avant, mais il y a quand même un qui a réussi à investir avant même que j'ai construit, moi, de mon côté, la première maison. Parce que maintenant, ceux qui me font confiance, c'est aussi un petit peu plus facile. Ouais. J'ai déjà construit, je deviens un peu Tu as connu pris là-bas les aussi, risques. j'ai pris les risques, Mhm. donc c'est plus facile. Mais il y en a quand même ceux qui m'ont fait confiance et je leur ai dit, des fois, moi, je me serais pas fait À confiance moi-même. autant à moi-même, sachant le risque qu'il y avait derrière. Ouais. Il y a des gens, mais je les remercie d'ailleurs, qui m'ont fait confiance au tout début
Et ça, c'est chouette. Ouais. Mais du coup, tes investisseurs, c'est quoi? C'est potentiellement, enfin, principalement que des Suisses ou bien tu as vraiment du monde entier? Du monde entier, c'est beaucoup des Suisses et des Français. Ok. Je dirais c'est 40% de Français, 10% de Suisses. Mhm. Après, on a beaucoup de plus en plus d'expats aussi. Donc, Ok. ça peut être de n'importe quel pays, notamment des Australiens, mais qui habitent par exemple à Singapour, Ok. ou qui habitent à Hong Kong, qui habitent à Jakarta. J'ai aussi Mhm. pas mal de Suisses qui habitent à Jakarta Mhm. et puis qui veulent avoir justement ça. Ok. 1, 2, 3 mois de vacances par année, Ouais. une rentabilité. Ils font une petite rentabilité et en plus, ben, eux, leurs vacances sont gratuites. Et puis ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Bon, c'est stylé quand même. En tout cas, ça fait rêver de se dire Ça fait rêver. on peut aller faire une maison là. Moi, je vois des fois des vidéos passer entre Bali, un peu l'Indonésie, etc. Oui, Ces piscines à débordement. Et puis, tu n'as pas l'impression que ça te coûte hyper cher. Alors non, maintenant, on va parler du côté technique. on peut C'est parler, quoi ouais. l'investissement de départ qu'on pourrait faire Oui. et qu'est-ce qu'on peut attendre comme budget pour, par exemple, une villa, piscine assez confortable, je sais pas moi, 3 ou 4 chambres. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu as pu construire? Des petits trucs tout simples, Ouais. des gros trucs? Alors, il y a un point déjà à prendre en compte qui est hyper important pour l'Indonésie, c'est qu'il y a deux façons d'acheter ou d'avoir une maison. Mhm. Il y a la partie freehold, donc pour les étrangers, on appelle ça un HGB, c'est Hak Guna Magunan, qui veut dire un droit de construire, D'accord. où tu vas toi créer une entreprise et puis Mhm. ton entreprise sera propriétaire du terrain. Dans l'entreprise basée en Ton Indonésie? entreprise basée en Indonésie sera propriétaire du terrain pour 30 ans, extensible 20 ans et 30 ans. Donc ça, D'accord. c'est une extension que tu payes directement auprès du gouvernement. OK, donc tu fais un prêt quelque part, c'est même pas tu pas puisque c'est Non, une parce que durée? le certificat reste au nom de ton entreprise malgré D'accord. tout. C'est OK. le droit d'utilisation de ce terrain qui va être étendu, mais le terrain, il est à toi ad vitam aeternam. OK. OK. Donc ça, c'est une des solutions. Ce qui se passe beaucoup à Bali, par contre, c'est les leasehold. Et puis là, c'est un privé ou une entreprise qui va te louer son terrain pour une durée de 20 à 30 ans. Mmh. Il y a de ceux qui font pour des durées beaucoup plus longues, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais c'est aussi un peu compliqué parce que fiscalement, c'est complètement différent. C'est vu comme de la location. Donc, c'est 10 à 11% de taxes sur le montant que tu payes de la location. OK. Et puis surtout, quand tu fais une extension, eh ben, tu n'es pas maître de ce qui va se passer parce que le Il peut propriétaire refuser peut refuser ou peut mettre augmenter le prix? des prix de fou. S'il voit OK. que ça marche bien, c'est Mmh. arrivé dernièrement pour une salle de sport sur Bali qui cartonne. Ils avaient fait, je crois, un lease de 20 ans, donc une location de 20 ans. Mmh. Ça cartonne, ils ont demandé 1 million pour l'extension. Ah ouais. Puis du Donc, coup, tu pas le choix, ou tu démolis bah, tout ou non, tu ils le font quand même. Alors, ouais. ça aussi, la démolition, c'est une question que j'ai souvent des clients. C'est quelque chose qui doit être mis vraiment dès le départ quand on fait le contrat notarié. Est-ce que le bien immobilier reste après cette durée? Est-ce que ça doit être détruit? Toutes ces questions-là, ben, c'est mis dès le départ. Mmh. Maintenant, pour en revenir à la création d'une entreprise, ce qui se passe, c'est que tu dois avoir investi normalement l'équivalent de 500 000 francs suisses. Donc 530 000 euros. Si je parle en roupies indonésiennes, on est à 10 milliards de roupies indonésiennes Ah, pour créer ton pour créer entreprise? l'entreprise. Waouh! Bah, comment tu fais? Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement contrôlé parce que Mmh. c'est pas comme en Suisse quand tu ouvres ta SARL où tu dois déposer tes 20 000 francs Mmh. sur le compte de l'entreprise ou si tu fais une SA, que ça va être 50 000 minimum libérés ou 100 000 sur un compte bancaire pareil. Là-bas, c'est le notaire qui va valider que toi, tu as investi cet argent. OK, d'accord. Maintenant, l'Indonésie, ça devient de plus en plus contrôlé aussi. Ils Mmh. deviennent en ligne. Il y a de moins en moins de magouilles, ce qui est très très bien. Tout est OK. centralisé à Jakarta. Mais ce genre de choses, eh ben, ça se passe de moins en moins. Donc les grosses entreprises type Nestlé qui vont venir en Indonésie, eux, ils vont vraiment contrôler qui mettent ces montants. D'accord. Le petit investisseur moyen, comme Mmh. moi, Mmh. ils vont contrôler. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça peut être contrôlé par la suite. OK. Donc, tu vas pouvoir ouvrir ton entreprise, mais ils Mmh. peuvent revenir 3, 4, 5 ans après, puis dire: «Ah, attendez, vous avez ouvert une entreprise? Mmh. C'est bien, vous avez investi 120 000, ouais, ça passe». Si la personne, elle a investi que 20 000 francs, par Mmh. exemple, et puis que Mmh. tu dis: «Ben, j'avais 480 000 en cash», les taxes, ils sont pas, Ouais, ils sont ils, pas ils bêtes, sont quoi. pas novices non plus. Ouais, Ils ouais. savent que tu as truqué la chose. Mmh. Par contre, si tu as investi 150, 200, 300 000, Mmh. que sur la durée, tu as montré que tu as continué à investir, et puis que tu dis, ben, le reste, je l'ai en cash, et ça appartient à l'entreprise, je l'ai en cash, je l'ai en or ou je l'ai en n'importe quelle matière, eux n'ont pas vraiment le droit d'aller contre parce qu'il y a quand même un notaire qui a dit, oui, il y avait ce montant dès le Je départ. confirme que le Mais client c'est OK. important d'être vraiment super bien Mmh. avec la comptabilité. OK, mais donc du coup, aujourd'hui, tes investisseurs à toi, ça démarre Oui, à 50-100 000 et puis ça peut aller jusqu'à plusieurs alors c'est millions? ça. C'est OK. que ceux qui veulent investir en dessous de 100, 150 000 francs suisses, moi, Mmh. je leur conseille toujours de commencer par un leasehold. L'inconvénient, c'est que tu vas payer un tout petit peu plus. Mmh.
tu as moins cette prolongation, donc cet aspect long terme, il est un petit peu moins là. Mhm. Mais si tu n'es pas sûr, ça peut être aussi une bonne chose de dire, ben, je prends un leasehold sur 25 ou 30 ans, je garde ça 4 5 ans, puis dans 4 5 ans, je prends la décision, est-ce que je revends ça et du coup, je réinvestis tout ce montant-là en Indonésie et j'ai assez à ce moment-là Mhm. pour investir ces 400 500 000 Pour francs suisses justifier. pour justifier Mhm. ça, Mhm. mais en attendant, on est légal. Le seul inconvénient aussi de passer par un leasehold, c'est que tu peux pas, toi, recevoir des revenus en Indonésie Ah, directement. ok. C'est Ça veut qui dire les que tu dois reçoit? passer par une entreprise de gestion, Ok, comme la nôtre, ok, pour pouvoir recevoir les revenus en Suisse, puis tu vas payer un petit peu plus de taxes. d'accord. Si Ok. tu payes directement en Indonésie avec ton entreprise, tu es environ à 10%, Mhm. alors que quand tu veux sortir cet argent d'Indonésie, tu es à 20%. Ok. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour. Passe à l'action. Du coup, toi qui es un expert, Florian, pour la partie de Lombok, etc., Oui. c'est quoi ta vision des prochaines années? On est en 2025, tu te projettes, 10 prochaines années, tu Oui. penses que le développement va être ouf? Il y a la vision du gouvernement, puis il y a la réalité. Ok, La vision du gouvernement, c'est beaucoup d'industrie. Donc, quand je dis l'industrie touristique, ok. pas Les l'industrie hôtels, ok. l'industrie touristique avec des gros hôtels, des hôtels 5 étoiles, beaucoup de clientèle chinoise et des choses comme ça. Mhm. Maintenant, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui se fait depuis de nombreuses années et puis au final, on ne le voit pas encore, sur le marché aujourd'hui. Ils ont Ok. créé le, circuit de Mandalika Mhm. qui s'est développé puis qui fonctionne très, très bien. Donc c'est un Le circuit circuit Formule international, 1? GP, Ah, MotoGP. ok, d'accord. Donc ça s'est bien passé, c'est arrivé au bout. Ça a permis de développer énormément les infrastructures à Lombok parce que le Mhm. gouvernement a investi plusieurs millions, voire des milliards Mhm. dans les routes, dans les infrastructures d'électricité. J'ai pu visiter une ferme de panneaux solaires qui redistribue, je crois que c'est 7 ou 8% de l'électricité sur Lombok. Ah Et ouais. ça, c'est génial. Donc ça, il y a eu, grâce au circuit, des investissements massifs du gouvernement qui ont vraiment aidé à développer l'île. Maintenant, on le voit aussi, ce qui s'est beaucoup développé, sur le sud de Lombok, c'est justement les zones un petit peu plus délaissées, donc des îles des plages désertes, Ok. chose qu'on ne retrouve pas à Bali. Ah ouais. Et c'est ça qui fait donc il y a un petit peu 2 visions différentes. Tu as la vision du gouvernement qui a envie d'industrialiser, mais en fait, les zones qui se développent le plus maintenant et on voit toutes ces maisons de luxe, c'est des zones où il y a pas ça, donc il y a pas les meilleures routes, il y a pas énormément d'électricité, Mhm. mais on voit des maisons à plusieurs millions de francs suisses qui se développent parce que justement les gens cherchent aussi ça, cette tranquillité et maintenant la tranquillité, le fait d'être dans la nature avec une vue sur mer comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans peu d'endroits. C'est aussi paradisiaque vraiment que sur les photos. Je veux dire, quand tu vois là les sables blancs, Oui, ah ouais, ouais. ok. C'est, Mais c'est quoi vraiment les différences Bali, Lombok? Honnêtement, si tu devais me dire, ok, niveau plage, niveau machin, quelle est la différence alors, pour toi? on pourrait faire un top, hein, mais sur les plages, si tu me demandes, moi, je préfère largement les plages de Bali que les plages de Lombok. Déjà, les Ok. plages de Lombok, beaucoup, dans le sud, en tout cas, hein. Dans le Mhm. sud, c'est vraiment des plages de sable blanc fin. Mhm. Sur les îles Gili aussi, c'est des plages de sable blanc fin. La différence avec Bali, il y en a quelques-unes, mais c'est plus du sable brun, un peu terre. Mhm. Il y a beaucoup de monde, Mhm. donc c'est vraiment Donc tu pas autant préfères les plages de agréable. Lombok Je alors? préfère Ah, parce largement que les tu as plages de dit, t'as dit Lombok. Bali, c'est pour ça. Ah, ok. OK, non, Ouais, ouais, ce que je veux dire, c'est ouais, qu'à Bali, en fait, ok. il y a des plages de sable brun Ok. qui sont beaucoup moins Ah ouais, intéressantes. ouais. Donc vraiment, Lombok, c'est vraiment des plages de blanc, sable blanc. Blanc, pour autant que Waouh. tu sois dans le sud. Dans Ok, le nord, Senggigi, c'est l'ancienne zone qui était développée parce que ok. l'aéroport avant, il faut savoir qu'historiquement, l'aéroport était tout près de Senggigi, donc qui est D'accord. plutôt dans la partie nord de l'île. Mhm. Et ça, c'est une zone où il y avait déjà beaucoup d'hôtels 5 étoiles depuis des années, depuis D'accord. 30-40 ans, avec les îles Gili qui sont aussi dans le nord parce qu'il y a les Gili du nord, les Gili du sud. Ok. Dans les îles Gili du Nord, ça se développe aussi depuis des années parce que les îles Gili du Nord, il y a des plages de sable blanc. Mhm. Par contre, toutes les plages qui sont sur l'île de Lombok en soi, c'est beaucoup du gravier. Donc, Ah, c'est ok. nettement moins intéressant. D'accord. Par contre, il y a le côté où on a le coucher de soleil qui est magnifique Ok. aussi, et puis c'est ça que les gens aimaient. Mais du coup, l'aéroport, alors il est où maintenant? Tu Et atterris où? maintenant, on arrive à Praia. Et D'accord. Praia, Donc qui est c'est à à 20 Lombok, minutes. sur l'île de C'est Lombok? sur l'île de Lombok, c'était déjà sur D'accord. l'île de Lombok avant. Mais là, maintenant, ça se situe à 20 minutes de Mandalika. Donc, Mandalika, c'est la zone sud où il y a justement Le le paradis. circuit Ok. et notre petit paradis. Ouais. Ok, d'accord. Et toi, tu es vraiment basé là?
Nous, on est vraiment basé là et on Ok. est focus uniquement sur la partie sud. J'ai beaucoup de monde qui me contacte, qui voudrait acheter ou développer quelque chose dans le nord. Mhm, J'ai pris la décision quasiment depuis le départ de ne pas le faire mhm. pour me spécialiser dans le sud. C'est ça aussi qui est important, c'est ça qui a fait, je pense, aussi un petit peu notre Ouais, succès, notre bien sûr. réussite jusqu'à présent. C'est qu'on a eu une connaissance du tissu économique local et surtout du gouvernement local. Donc, pas Hmm. seulement au niveau du gouvernement dans les hauts échelons, mais surtout au niveau local, chef de village et tout ça. Mhm. Et c'est ça qui est super important. Ouais, C'est un c'est petit mieux peu quand comme à même. l'ancienne ici, Bien c'est sûr. si tu connais bien et puis que tu es apprécié par les personnalités locales, Mhm, ben, eux, ils vont aussi t'aider. Maintenant, si on essayait d'en avoir partout, il y a d'autres îles hein, qui mhm. marchent bien en Indonésie. Il y a Flores, il y a Sumba, Sumbawa. Beaucoup en parlent aussi, Bali. Mhm. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas être partout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, après, si tu arrives déjà à faire d'une spécialité une région où tu connais tout le monde, etc., puis que tu arrives à développer, je suis pas certain qu'il y ait 18 développeurs dans ta Non. région. Je pense que tu Si, as. maintenant, oui. Ah, maintenant, Maintenant, il il y y en a en a même beaucoup. beaucoup plus. Ok, ok. Oui, oui. Ah ouais, Maintenant, vous êtes beaucoup il y a alors. même 30, 40, 50 développeurs. Ouais. Ah ouais, mais beaucoup des Français ou bien il y a aussi du monde Il y a entier? de tout. Ok, Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Espagnols, mais les Espagnols, ils sont un petit peu plus sur les choses plus bas de gamme. ok, Donc, ils font d'accord. beaucoup de la rénovation de maisons locales pour relouer ça à 500, 600 francs par mois. Mhm. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et puis après, il y a de tout. Ok. Des Canadiens, il y a des Australiens, Beaucoup des des jeunes de ton Européens. âge, vous êtes un peu une communauté qui, tu disais tout à l'heure au début d'interview que vous vous Ouais, entendiez plutôt bien, plutôt des ouais, gens de ton âge avec qui tu t'entends bien? vraiment de tout. Ok, Ça va de les plus jeunes que je connais, ils ont 20-25 ans. On a ceux qui arrivent, qui débordent d'énergie, des petits ok, jeunes là, c'est excellent. vraiment chouette, c'est super. Ouais. Et puis on a ceux qui ont, le bon papy qui a 50 ans d'expérience, qui a 70 ans, enfin qui a 70 ans, 70 ans. Ouais. Ça fait 50 ans qu'il fait du développement, alors pas à Lombok, Mhm. mais qui peut apporter aussi beaucoup de valeur, donc c'est chouette. Il y a vraiment de tout. À ton avis, toi qui investis en Suisse et en Indonésie, on voit beaucoup d'investissements Dubaï, pour pas citer, ou plutôt d'autres régions, Marbella, Ibiza, etc., l'Europe. Euh, Si je devais te demander ton avis, pourquoi la différence Indonésie, tu ferais quoi aujourd'hui? Tu as 18 ans, tu refais, ok, tu es parti maintenant en Indonésie, mais si tu devais tout refaire, tu referais la même chose ou tu partirais dans d'autres régions? Moi, je referais pareil. Ok, Je referais pareil. Maintenant, je pense aussi, pour compléter la question, c'est qu'on peut faire de l'argent partout. ouais, ouais, c'est vrai ça. Je pense que moi, j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup une notion de chance dans le business. Je suis arrivé au bon moment, Mhm, juste après cette période creuse, financière sur l'île de Lombok où il y a quasiment plus de touristes. mhm, Donc je suis arrivé avec des prix très, très attractifs pour les terrains. Quand même une demande, quand même une offre aussi du gouvernement qui était attractive parce que des routes neuves, des infrastructures neuves. Mais je serais arrivé maintenant, ça serait un petit peu plus difficile de faire ma place. ouais, Donc il y a vraiment une notion de chance dans le business. Après la chance, bah, elle se provoque, hein. Si bien j'étais sûr. resté dans mon canapé en Suisse, c'est pas là que j'aurais pu trouver ça. Ouais. Donc c'est que la chance, elle se provoque, mais il y a une grande part de chance dans le business. Il y a aussi peut-être la petite cerise sur le gâteau, le petit plus, c'est madame. Tu l'as rencontrée, tu l'as dit à Jakarta, Oui. ça fait aussi la différence. Alors ça a fait une énorme Elle est différence. d'origine indonésienne, hein, c'est Elle est ça? d'origine indonésienne, elle vient de Jakarta, mais c'est vrai que Ok, pour la langue, moi je suis arrivé en Indonésie, je parlais quasiment pas l'anglais même, hein. ok. Je parlais bien le français, un peu l'allemand. Mhm. Mais l'anglais, je savais me présenter, les bases. Alors apparemment assez quand même pour la draguer, parce qu'elle parlait que l'anglais, Ouais, mais c'est tout. ok. D'un point de vue business, j'y connaissais rien du tout et donc j'ai dû d'abord parler anglais. C'est vrai qu'elle, elle a beaucoup aidé au départ. Toutes les réunions, c'était elle qui Mhm. participait, qui parlait en indonésien. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis là-bas. Automatiquement, j'ai appris aussi un petit peu Bien sûr. l'indonésien, donc je peux me débrouiller un petit peu plus seul. Mhm. Mais elle s'occupe vraiment de la partie gestion, donc on a 2 rôles différents. Je Mhm. pense que c'était ce qui était important aussi, c'est Mhm. qu'on Vous s'en vous très, très bien. complémentez. C'est ça, on se Mhm. complémente parce qu'elle s'occupe de la partie gestion, les Mhm. clients sont très contents, elle est vraiment super, bien impliquée dans ce qu'elle fait et ça, Ok. c'est pas souvent pour les Indonésiens. C'est un petit peu ma difficulté au quotidien, c'est de trouver des bons collaborateurs en Indonésie. Mhm. Mais elle, du fait qu'elle vient de la capitale, elle a aussi une autre formation. Elle est Ouais. vraiment super impliquée, elle bosse 7 jours sur 7 et elle Ouais. aime ça. Ouais, Et ouais, et c'est ça, je ça. pense, ça fait vraiment aussi toute la différence. Quand on Mhm. peut faire ce qu'on aime, eh ben, c'est C'est clair. Moi, c'est c'est clair que les cool. compétences, après, c'est le plus difficile à trouver, hein. Donc, si tu peux le faire en couple et puis qu'en plus, vous êtes complémentaires déjà dans la vie intime, où bah, voilà, vous complétez, et puis en plus, si au niveau professionnel, vous arrivez à collaborer et vous complétez, franchement, c'est la combinaison gagnante, quoi. Si je comprends bien, c'est un peu aussi quand même peut-être
si je peux me permettre, l'impact supplémentaire qui a fait ta réussite aussi un petit peu, et cetera. Ouais, c'est Totalement. J'aurais ouais, pas fait 40% de ce que j'ai fait, je pense, sans elle. Pour différentes raisons. Déjà, ouais, pour les contacts qu'elle bien avait au sûr. départ. Mmh. Donc ça m'a beaucoup aidé. Elle avait beaucoup de contacts sur Jakarta qui m'ont qu'elle m'a présenté des avocats, des notaires, donc ça, c'était super. Ouais. Sur place, elle m'a beaucoup aidé, même si moi, j'ai été un petit peu plus impliqué, pour les locaux, Mmh. parce que moi, j'aimais bien prendre du temps. Elle est un petit peu plus en mode stress et il faut que ça avance. Ouais, Moi, ça me dérangeait pas de passer, 2-3 heures à discuter, à perdre du temps avec des locaux, ouais. et ça, c'est ce qui a vraiment beaucoup aidé au départ. Mais par contre, elle m'a beaucoup supporté aussi. Le fait de rentrer tard, il y a OK. plein de compagnes qui auraient dit: «Ah non, mais attends, tu bosses Mmh. pourquoi?» Elle est partie, elle avait quand même une jolie vie à Jakarta. Ouais, ouais. Partir sur une île, Lombok, au début, elle connaissait pas vraiment ce que c'était, même qu'elle habitait en Mmh. Indonésie, elle connaissait le nord, justement, Senggigi, puis c'est tout. Ouais, ouais. Et en fait, Et le fait de me suivre, elle a laissé ses 2 filles aussi à Jakarta pour me suivre, donc ça, ouais, c'était un énorme effort de sa part bien sûr. et moi aussi, ce qui était bien, c'est que ça m'a mis de la pression. Mmh. Bah, j'ai dit: «Bon, là, maintenant, elle m'a suivi, elle m'a fait confiance, elle laisse ses 2 filles à Jakarta pour moi, le nouveau venu, Mmh. donc maintenant, j'ai intérêt d'assurer». Et ça, je pense, c'était une bonne pression parce Ouais, qu'elle me le rappelait pas non plus. Tu ouais. sais, tu as des femmes qui pourraient te dire, «Ah ouais, je t'ai J'ai tout tout quitté laissé, j'ai pour tout quitté toi. pour toi, Ouais, maintenant, il faut que tu réussisses». ouais. Elle, jamais et on n'a pas des milliards aujourd'hui sur le compte, hein, Mmh. mais l'avantage, c'est qu'elle voit qu'elle, elle a du plaisir. Mmh. Moi, j'ai du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Les clients sont super Mmh. contents aussi. Mmh. Nous, c'est ce qui compte. Bon, après, si Florian, tu peux tout combiner, le plaisir, le travail, la réussite, franchement, derrière, c'est combinaison gagnante. Je veux dire, à un moment donné, toi, tu fais ton kiff, tu es parti à l'autre bout du monde, mais tu kiffes ta life, ton lifestyle, je te suis un petit peu, ça, c'est quand même assez cool. Je veux dire, il y a pire hein, que de se lever le matin puis d'avoir un coin paradisiaque, de faire des projets immobiliers qui te passionnent avec une équipe avec laquelle, même si des fois c'est compliqué, les employés, etc., mais quelque part, bah, ça te passionne aussi, tu travailles avec madame, donc ça aussi, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients, c'est clair. Mais je veux dire, si on met toute la panoplie ensemble, c'est vachement stylé quand même. C'est ça et ça, il y a des fois les gens même de ma propre famille qui ne le comprennent pas. J'ai encore mon frère qui m'a envoyé un message il y a 2-3 jours en arrière parce que c'est vrai que, ben, là, je suis en Suisse, Ouais, mais on travaille quand même beaucoup, aux grandes dames de ma maman aussi qui aimerait bien que des fois je me calme un petit peu puis que je passe plus de temps avec la famille, donc ouais, j'essaye de le faire et mon frère il me disait: «Ouais, mais tu fais ça pourquoi?» ouais. Et il me disait: «Si demain il y a tout qui s'arrête», il me dit: «Je te souhaite pas qu'il t'arrive quelque Bien chose, mais sûr. s'il y a tout qui s'arrête demain, tu auras tout fait ça pour rien». Mmh. Puis j'ai réfléchi une seconde, je dis: «Non, j'ai pas fait tout Ouais. ça pour rien». Parce que de un, même si demain tout s'arrête, j'aurais donné du travail à 400, Mmh. 500 personnes, Mmh. minimum, sur Lombok. Pour toutes les personnes qui sont venues travailler sur les chantiers, j'ai construit quelque chose. Mmh. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, pour le moment, oui, je travaille beaucoup et je suis pas non plus au charbon. Enfin, je veux Mmh. dire, si je prends mes grands-parents, mes Ouais. arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, qui bossaient de 5 heures le matin jusqu'à aussi 21 heures, 22 heures, et Mmh. de loin pas pour avoir le train de vie que j'ai aujourd'hui, de pouvoir j'ai de la chance, tu vois? Je peux prendre la business class et des choses comme ça. Mmh. C'est des choses que je considère comme être de la chance. Ouais. Avoir une jolie maison avec une piscine en Indonésie, c'est tout des choses qui sont géniales et que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'auraient jamais même rêvé de ça. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est aussi un peu la différence de mentalité. Je sais pas ce que tu en penses entre un entrepreneur et quelqu'un qui n'est pas entreprenant. Ben, moi, je vois mon père, moi j'ai fait un apprentissage bancaire. Encore des fois, quand il me voit bosser, il me dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Retourne dans une banque, tu commences à 8 heures, tu finis à 16h30, tu fais tes dossiers, ciao bello, tu as ton petit bonus à la fin de l'année, tu es tout content, tu vois tes enfants». Non, pas du tout, mon père, c'est tout le contraire. Mais j'aime mon père, il est incroyable pour tout ce qu'il a fait, mais il a pas ce côté entreprenant. Et puis, il me parle toujours de ses projets qu'il aurait pu faire et qu'il a jamais fait. Puis c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Je dis: «Bah, justement, tu as pas pris les bons risques à un moment donné» et puis, ben, pour prendre ça, il m'a dit: «Mais je pouvais pas, j'avais des enfants et cetera». Puis moi, j'essaie de prendre mon exemple, je dis: «Mais moi, je me suis réveillé à 30 et quelques ans. J'avais déjà 3 enfants, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là». Donc c'est pas une excuse, en fait. À un moment donné, c'est une mentalité, je pense et toi, tu l'as, cette fibre et puis, comme tu as dit, tu pas le choix. Tu t'es réveillé un matin, tu as pris les risques, maintenant, il faut y aller, mon gars. Si tu y vas pas, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Après, c'est clair qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas. Le marché local, les problèmes, sanitaires ou d'autres choses qui peuvent arriver. Mais même ça, c'est temporaire. Il faut tenir, il faut essayer de tenir le coup un maximum, puis essayer de se battre, quoi. Et toi, je crois que tu te bats chaque jour, en fin de compte, pour la réussite. Donc c'est quelque part mérité. Bah, on en revient, il faut prendre des risques, mais des Mmh. risques qui sont calculés. Dans les assets que j'ai aujourd'hui, ben, j'essaie aussi d'avoir des assets qui soient un petit peu plus liquides, donc Mmh. dans le sens des assets que je puisse vendre rapidement, même s'il y a une perte, que je puisse avoir du cash. Et j'essaye, et ça c'est ce que j'avais pas compris avant, Mmh. j'essaye d'avoir un minimum de cash. OK.
passe du cash qui dort sur un compte bancaire. Ouais. Ça, c'est le truc. Mon père, il est entrepreneur. Et je sais pas s'il regardera cette vidéo ou pas, mais lui, il laisse de l'argent sur son compte. Ouais. Et ça, c'est le truc qu'on s'est jamais compris les deux. Je suis là, mais à la place de laisser de l'argent sur ton compte bancaire, Mhm. meilleur temps de l'investir parce qu'il va te rapporter quelque chose. Là, avec l'inflation, c'est juste une perte, même que ça soit dans un appartement, que ça soit dans quoi que ce soit. Et qu'importe le montant, Mhm. et là, c'est un petit peu la vieille génération, tu sais? «Ah ouais, non, mais il faut avoir 20, 30, 40, 50 000, s'il arrive quelque chose et puis pour ci et puis pour ça». Mhm. Et au final, c'est des choses qui arrivent jamais. Par contre, l'inflation, elle arrive toujours. D'ailleurs, on va faire un petit message pour toutes les personnes qui nous écoutent. L'argent, c'est un flux, ce n'est pas un stock. Arrêtez de me stocker votre argent et de les laisser là pour avoir peur que demain il se passe quelque chose. Prenez cet argent, faites confiance à des personnes compétentes, investissez-le, faites-vous plaisir, prenez des risques. On est là justement, moi, que ce soit ici en Suisse, toi à l'étranger, etc. On peut faire un super taf. Donc, faites-le. Très juste. Et du coup, Florian, pour toi, le vrai luxe, Ouais. c'est quoi? On a vu tout à l'heure dans ton lifestyle, tu as quand même depuis 4 ans, changé un petit peu ce lifestyle. C'est quoi le vrai luxe pour toi? C'est que dans le lifestyle, il y a le côté business class. C'est un bon exemple de ce qui me plaît beaucoup. Mmh. Je suis pas tellement intéressé par les voitures. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, je rêvais d'avoir plein de belles voitures. Ouais. Maintenant, c'est qu'actuellement, si je revenais en Suisse, parce qu'en Indonésie, ça me sert à rien du tout d'avoir cette voiture-là, Mmh. mais si je revenais en Suisse, je rêverais d'avoir une Porsche. OK. C'est un petit peu la voiture de mes rêves. Mais au-delà de ça, maintenant, ce qui me permet enfin, ce que j'aime comme vrai luxe, c'est les services Mmh. et c'est le temps. OK. Pouvoir me prendre du temps, d'avoir des choses qui tournent en automatique, Mmh. et ben, ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Tu as réussi à Hem, automatiser tout ça alors en fait, tes revenus et cetera? Pas encore à OK, 100, c'est OK. en phase, mais c'est Ouais. vraiment ce qui, pour moi, est le luxe, le plus grand luxe et ce dans quoi j'investis beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment dans l'automatisation des tâches, de l'argent, des revenus financiers. C'est pour ça que je compte sur moi, sur mes investissements, Mmh. mais j'investis aussi de plus en plus sur les projets d'autres personnes. OK. Chose que j'aurais pas imaginé il y a, 2-3 ans, 4 ans en arrière quand j'ai commencé à entreprendre. Mmh. Quand on veut entreprendre au début, on se dit toujours: «Ah ouais, bon, ben, on veut faire tout seul pour avoir le moins d'intermédiaires possible». Mmh. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est pas toujours la meilleure solution que de prendre quelqu'un qui peut peut-être faire mieux que toi. De Mmh. la même manière de prendre un associé qui a plus de compétences que toi, Mmh. et ben, en fait, ça peut vraiment te faire décoller. Parce qu'on parlait avant de la différence entre le salariat et justement l'entrepreneuriat. Le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a, pour ainsi dire, pas de limite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis surtout que Hem, chaque, goutte transpirée, la sueur, normalement, tu récoltes quand même les fruits derrière, c'est quoi. ça, c'est Ouais. ça, et moi, c'est ce qui me plaît justement, la business class, c'est un exemple tout bête, mais c'est quelque chose où voilà, je pars d'Indonésie, j'arrive en Suisse, je suis pas fatigué, je repars de Suisse, j'arrive en Indonésie, Mmh. je suis pas fatigué. Moi, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est un investissement aussi quelque C'est un part. investissement. Pour être plus performant, pour moins perdre de temps et cetera. C'est ça, Ouais, je suis assez et de d'accord avec manière toi. indirecte, ça peut aussi permettre de rencontrer les bonnes personnes, et ça, Mmh. je pense que dans le lifestyle, même si moi, je suis pas justement à fond dans les voitures, Mmh. mais j'aime bien, par exemple, les bons hôtels. Mmh. J'aime pas l'hôtel parce que c'est un 5 étoiles, j'aime un bon hôtel parce qu'il y a un bon service, Ouais, ouais. et ça, d'être dans ces hôtels-là, ben, on rencontre aussi d'autres personnes qui ont de l'argent à investir, et c'est vrai que quand on fait, du business à l'international, ben, ça aide beaucoup pour, développer son réseau. Bon après à un moment donné, c'est aussi un tout en fait. Ça veut dire que tu es tellement exigeant avec toi-même dans ta vie de tous les jours que quelque part en fait, tu deviens exigeant aussi, quand tu dépenses ton argent pour les services que tu vas avoir. Donc tu vas pas, tu vas pas aller, dans un hôtel 4 étoiles, quoique il y a des hôtels 4 étoiles qui sont excellents, mais tu vas peut-être aller dans un hôtel un peu plus luxueux parce que derrière, tu vas aussi être exigeant sur le service qu'il y a sur les chambres, sur le service que tu as, par rapport à la vue que tu pourrais avoir, par rapport au repas, au restaurant. Moi, je dis toujours ce qui a un grand avantage dans les hôtels, c'est surtout les repas. Oui. Tu vas dans un hôtel 5 étoiles et demi ou 5 étoiles, Ouais. tu as souvent des Japonais qui sont excellents. Moi, j'adore la cuisine japonaise, Ah la ouais, cuisine asiatique. ouais. Tu as des Japonais qui sont incroyables et des fois, ça fait un peu la diff quand même, quoi. C'est ça, et surtout, ça te donne une motivation. Quand tu te lèves à 3, 4, 5 heures du matin ou que tu travailles jusqu'à 10, 11 heures le soir, Mmh. bah, ça te donne une raison de le faire. Ah ouais. C'est que tu dis: «Ah ouais, bon, bah, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça», et c'est tout à fait juste d'investir, réinvestir ce que tu gagnes. Moi, c'est ce que je fais maintenant depuis 3, 4 ans. Tout ce Mmh. que je gagne, je le réinvestis soit dans mes projets, soit maintenant dans les projets d'autres personnes ou dans des terrains. Mmh. Donc justement, pour avoir un petit peu des liquidités différentes. Aujourd'hui, j'ai quasiment
95% de ma fortune qui est investie à Lombok. Mhm. C'est quelque chose que j'ai envie de changer aussi. Mhm. Là, j'ai commencé à Diversifier. investir un tout petit peu à Bali, dans Mhm. un paddle notamment. Mhm. L'idée, ça serait de pouvoir réinvestir en Suisse, mais la complexité pour moi maintenant, c'est de pouvoir investir en Suisse en tant que citoyen, enfin pas citoyen, mais en tant qu'habitant indonésien, Résident étranger. résident, voilà, merci, je cherchais Ouais. le terme, en tant que résident étranger, Ouais. bah, c'est super compliqué. Même l'appartement que j'avais en Suisse, j'ai dû le vendre pour ces raisons-là, Mhm. parce que la banque, quand je leur ai dit, ben, je suis parti en Indonésie, je louais mon appartement en Airbnb depuis un moment, puis ils m'ont dit, ben, félicitations Florian, par contre, vous avez 30 jours pour fermer le compte. Puis je dis, mais je mets où mon compte bancaire? Ouais. Ah ben, c'est soit vous soldez l'appartement, soit vous le vendez. Alors, heureusement, j'ai pu le vendre à un très bon prix. C'était Mhm. le bon moment, la Mhm. bonne opportunité de marché. Mais j'entends par là qu'il y a des situations qui peuvent être très compliquées aussi. Et aujourd'hui, si je veux venir réinvestir en Indonésie, alors peut-être tu auras la technique pour moi, je ne sais pas. Ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que je dois investir en cash. Mais justement, on va en parler de ça parce que tu viens de parler de paddle. Je suis sur un joli projet de construction de terrain de paddle ici en Suisse. Donc, Ah ouais? ouais, on en Ok, reparlera il parce faudra que je suis qu'on en fan de parle. ce sport. Ouais. Donc, on va en reparler. Par contre, il y a un truc hyper intéressant, le financement. Oui. Tu viens de dire tout à l'heure, justement, bah, tu as fait du financement ici en Suisse. Toi, tu connais un peu les rouages, tu sais comment ça fonctionne avec les banques, etc. Oui. C'est le même système à Lombok. Comment ça se passe en Non. Indonésie? Alors, en Indonésie, on n'a pas cette option de 20% de fonds propres ou Ok. 25% de fonds propres. C'est totalement différent. C'est 100% cash pour les étrangers. Ah Il ouais. y a une banque indonésienne, qui n'est pas indonésienne, qui est affiliée à une banque indonésienne, mais qui est une banque australienne qui s'appelle la Commonwealth Bank, qui, elle, propose des crédits, mais ils sont à 10% de taux d'intérêt. Donc, c'est énorme et c'est sur un Ok. maximum de 10 ans. Ok. Donc, même en ayant des très, très bons rendements qui sont attractifs en Indonésie, ben, c'est souvent pas suffisant pour prendre ce risque-là. Mais du coup, les investisseurs, ils ont des fois besoin de ces banques ou en général, tout ce que toi tu fais comme projet, c'est vraiment essentiellement du cash Essentiellement du cash. Mais Ok. c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs gens qui se mettent, enfin plusieurs personnes qui se mettent ensemble. ensemble Mhm. pour créer un projet. Bah, c'est vrai que quand tu dois mettre des 500, 600 000 francs suisses sur un projet, ça fait beaucoup d'argent. Ouais. L'avantage de se mettre à plusieurs, c'est ça. Maintenant, on a quand même l'avantage, nous, en Suisse, donc toutes les personnes qui regardent ces vidéos qui sont en Suisse ont la chance de pouvoir mettre leur argent directement depuis l'appartement. Donc, s'ils ont un appartement, un bien immobilier en Suisse, ils peuvent le mettre en nantissement, Mhm. augmenter leur crédit Mhm. et investir ça, par exemple, en Indonésie. Ouais, faire un levier. Par contre, en France, c'est pas possible. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de le faire, même s'ils sont très très proches de leur banquier. marche Ils pas. demandent où est-ce qu'ils veulent investir l'argent. Il y a énormément de documents. Et je sais que les banques, maintenant, même en Suisse, Mhm. sont de plus en plus réticentes. Oui. Ce qui est bien, hein. Ça protège aussi le marché suisse. C'est juste, c'est juste. Après, c'est clair que si par exemple, tu as ton bien depuis des années, que tu peux faire un levier de 100 000 et puis que les 100 000 ils sont investis là-bas, puis que tu as un projet de vie de dire, OK, ben, j'arrive proche de la retraite, Oui. je veux garder un appartement en Suisse, mais j'aimerais aussi mon appartement à Lombok parce que ben, c'est une région qui me plaît, Oui. ça vaut peut-être la peine. Il Ah y a bah, c'est vraiment ça. des... Surtout si ça te coûte avec les taux actuels. Mhm. J'ai vu en Suisse, vous êtes vraiment, vraiment bas. Je sais pas quel est le meilleur taux que tu as pu négocier dernièrement, mais j'ai vu que c'était, 1%. voilà, j'aurais Ouais. voulu dire 1,5% sur des durées de 5 à Bien 10 joué. ans. C'est rien du tout. Mhm. Pour dire, même nous, les Indonésiens, qui Mhm. peuvent faire des crédits immobiliers pour des biens immobiliers en Indonésie, on est entre 5 et 7% de Ah taux ouais. d'intérêt en Ok, Indonésie. ok. Donc ça reste quand même passablement élevé, tu vois. Mais maintenant, avec 150 000 francs, tu Oui, peux acheter quoi en avec toi? Indonésie. Ouais. Ça va vraiment dépendre du lieu. Ok. Si c'est proche de la mer, automatiquement, ça va être beaucoup plus cher. Mhm. D'avoir des terrains à plat, ça coûte moins cher à construire aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en ligne de compte. Mais dans les marchés, dans ce qu'on propose aujourd'hui à la vente, pour 150 000 francs suisses, tu auras une maison, une chambre, Mhm. mais de 150 mètres carrés. Donc, Ah vraiment une ouais. maison énorme sur 2 étages ou une petite maison de chambre à plat à 500 mètres, 1 kilomètre de la mer. Ah ouais, mais c'est déjà excellent. Oui. C'est quoi à peu près les prix du mètre carré dans les meilleurs endroits? Pour les terrains, Ouais. on est entre 300 et 400 francs suisses pour un terrain beachfront, top location. Ah donc le top du top, 300-400 balles le mètre carré. 300, Ok. 400 balles. Et Et combien c'est de mètres ça la carrés? grosse différence en fait entre Lombok et Bali. Mhm. C'est qu'à Bali, pour un même terrain, ça sera 1200, 1300, 1400 francs du mètre carré. Très compliqué à le trouver en freehold parce qu'ils font beaucoup de la location sur Bali. Sur Lombok, il y a encore la possibilité de le faire. Ok. Et Et les puis, prix ont pourtant déjà beaucoup augmenté, hein. ouais, c'est stylé. Et puis du coup, il faudrait un terrain de combien de mètres carrés pour construire il y a des règles comme en Suisse, par exemple, tu sais, tu as des règlements de Ouais. construction, etc. Ou là-bas, tu n'as pas Il y a, forcément. il y a des Ok. règlements de construction. Après, ils ne sont pas valables partout, dans le D'accord. sens où actuellement, typiquement dans le sud de Lombok, il y a plusieurs zones
où nous, on n'a encore pas de zoning. Donc, on suit, c'est des terrains qui sont agricoles et puis qu'on peut rendre constructibles. Il y a juste des normes par rapport à la construction, à la hauteur, Mhm. les distances, et puis c'est tout. Ah ouais, c'est stylé, ouais. Après, en ville, automatiquement, là, il y a beaucoup plus de réglementation. Bien sûr. Après, appartement ou maison là-bas? Plus souvent des maisons quand même. Beaucoup des maisons. Ok. Beaucoup des maisons. D'ailleurs, on a essayé de faire un projet pour des appartements. C'était difficile à prendre Mhm. parce que les gens, quand ils vont là-bas, même si elle est petite, ils aiment Mhm. avoir leur maison avec leur piscine. Ouais. Et Ils puis, l'utilisent jamais, hein, la piscine. ouais, ouais. Si c'est une petite piscine, la plupart du temps, Ok. les clients ne veulent pas, mais ça ne se louera pas ou pas le même prix en tout cas s'il n'y a pas de piscine. Justement, je rebondis là-dessus. J'arrive, je pose Ouais. 200 000 pour Ouais. dire un chiffre. Je fais ma petite maison, une chambre, deux chambres, peu importe, petite piscine, etc. Oui. Combien je la loue après? En gros, on arrive à être sur du 14 à 16% de rendement. Ah Ça va ouais. dépendre beaucoup. Est-ce que tu t'occupes toi-même de la location? Donc, est-ce Mhm. que tu crées une entreprise et que tu as toute la structure? À ce moment-là, il faudra investir un peu plus. Mais si tu crées toute la structure, automatiquement, tu peux gagner encore un peu plus. Nous, sur certains projets, on est entre 20 et 25% de rendement sur lesquels on s'occupe nous directement. Mhm. On peut même monter à 30 sur certains terrains qu'on avait achetés il y a 2-3 ans en arrière. Donc, on est vraiment très, très bien. Mais je dirais en moyenne, pour avoir un rendement en Indonésie, on est sur du 10 à 15%. Ouais. 100% managé. Ah ouais, c'est joli ça. Donc tout frais, tout compris. C'est ça. Par Ok. contre, la chose qu'il faut prendre en compte aussi, C'est c'est l'impôt. l'inflation Ah, et les impôts. Donc d'accord. l'impôt, comme on disait, il y a encore 10% d'impôts supplémentaires. Il y a Mhm. la TVA, il y a tout va dépendre bien sûr de la situation de l'entreprise, mais ça peut aller jusqu'à 10, 20, 30% si on prend tout ça mis bout à bout. On a toujours des solutions pour les optimiser, bien évidemment, mais ça, il faut le prendre en compte. Et aussi la dévaluation de la roupie indonésienne par rapport au franc suisse. Donc, si toi, tu es suisse, que tu veux investir en Indonésie, il faut quand même le prendre en compte aussi dans tes calculs, que en investissant en Indonésie, le montant de la roupie, quand moi je suis arrivé en Indonésie, on était à 15 000 roupies indonésiennes pour un franc suisse. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 000 francs suisses ou 20 000 roupies indonésiennes pour un franc suisse. Ah Donc, tu vois, ça ouais. s'est divisé quasiment 25%. Mhm, mhm, mhm. Ouais, donc ça, c'est à tenir compte. Puis les C'est prévisions, à elles prendre sont en quand compte. même de continuer à se dévaluer ou bien? Alors, on ne sait pas. La Ok. Suisse, là, elle n'est pas en très, très bonne posture face aux États-Unis avec Non. les dernières décisions de notre cher ami Trump. Ouais. Ça peut avoir un impact quand même important, je pense, aussi sur le franc suisse. Le gros avantage de l'Indonésie, c'est que c'est un pays neutre. Mhm. C'est un pays qui a très peu de dettes. Ils sont, je crois que c'est 30% du PIB en termes de dettes. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de culture dans différents domaines. Et Mhm. ce qui fait que c'est un État qui est très stable, question de ça. Ok. Donc, actuellement, ces 10, 15, 20 dernières années, historiquement, le franc suisse a été beaucoup plus fort que la roupie indonésienne. Maintenant, dans le futur, avec tout ce qui est en train de se passer, même si je crois très fort au franc suisse, Mhm. on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah Parce ouais. que c'est un pays neutre. L'Asie est quand même vachement montante actuellement. Donc voilà. Ouais. Je suis ni content si ça se passe ou ni content. C'est ça l'avantage quand on investit dans Mhm. différents endroits, en fait, c'est qu'on va pouvoir profiter des différentes opportunités. Mhm. C'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais quand même réinvestir un petit peu aussi en Suisse. De un, parce que c'est mon pays de cœur, Mhm. de base, mais aussi parce qu'il y a une certaine stabilité. Et je pense que c'est important de pouvoir diversifier aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on a vraiment des synergies en fait entre les deux structures Oui, et c'est vraiment un plaisir, Florian, de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Je rappelle ici merci. pour toutes les personnes qui ont suivi ce podcast et qui l'ont regardé, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et j'espère que toi aussi, Florian. Oui, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra. volontiers. N'hésitez pas non plus à suivre la page de Florian parce que je crois que c'est quelque chose où tu vas maintenant réactualiser un petit peu je pense que tu vas remettre un petit peu des C'est choses ça. et Je vais je essayer pense de que tu as remettre un tout petit peu intérêt plus à à le jour faire. les vidéos sur YouTube. Après, j'ai la page Ouais. Instagram. Les gens peuvent me contacter aussi. Voilà, c'est hyper stylé. Vraiment, n'hésitez pas. Et les commentaires, on essaiera vraiment d'y répondre. Donc vraiment, top de top. Merci Florian encore d'avoir fait ce podcast avec Merci moi. à toi, Albert. Et C'était puis, chouette. je me Bon réjouis de échange. venir te découvrir là-bas. Avec grand plaisir. Ouais, le Avec grand rendez-vous est plaisir. pris. À Super. bientôt. À Merci bientôt. Florian. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo.